Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actel Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est spécialisée dans l'organisation de web séminaires qui sont dédiés à l'innovation et aux problématiques qui se rapportent à l'innovation. Donc aujourd'hui, justement, on intervient sur la nouvelle norme EN 17037 sur l'éclairage naturel. Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants. Donc Alix Jocteur-Montrosier qui est responsable recherche innovation au Cluster Lumière. Le Cluster Lumière est l'organisateur de cet événement. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Caël, qui est animateur du groupe Lumière Naturelle au Cluster Lumière, qui est membre expert de la délégation française AFNOR sur la lumière du jour et les performances énergétiques. Et ensuite interviendra Marc Fontoinon, qui est expert international en lumière, qui est coordinateur européen du comité technique sur la lumière du jour et pilote du projet de la nouvelle norme EN 17037. Donc les intervenants sont là, on les a simplement, on a coupé leur caméra et leur micro pour l'instant pour votre confort, ils vont intervenir au fur et à mesure. Avant cela, je voulais simplement vous donner quelques informations sur l'interface pour que vous puissiez être à l'aise avec cette interface. Donc tout d'abord, vous avez en bas à gauche un module de chat qui vous permet d'interagir soit avec les modérateurs, les intervenants, soit avec l'ensemble des participants. Donc, vous pouvez décider si votre question est privée ou publique. Vous avez en haut à droite de l'interface un indicateur de connexion qui vous permet de savoir, alors si c'est en vert, c'est que vous avez une bonne connexion. Si c'est en orange ou en rouge, à ce moment-là, peut-être ce serait intéressant pour vous de vous connecter en filaire pour avoir un peu plus de débit. Et puis sachez qu'à tout moment, vous pouvez basculer l'interface en mode plein écran, que ce soit pour voir la vidéo des intervenants, que ce soit pour voir la présentation PowerPoint ou le module de chat. Et vous avez en fait un petit triangle qui pointe vers le bas pour faire cela. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais passer la parole à Alix qui va faire une introduction. Alors pour cela, je lui passe en fait mon casque. À tout de suite. Bonjour à tous. Donc, comme Marine l'a dit, Alix du Cluster Lumière. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième webinaire proposé par le Cluster Lumière, qui sera dédié à l'éclairage naturel. J'en profite pour vous présenter un petit peu le cluster, puisque sur les 100 inscrits, on a à peu près la moitié qui ne sont pas adhérents du Cluster Lumière. Donc pour vous rebrosser un petit peu le décor, le Cluster Lumière, c'est un réseau qui a été créé en 2008 et qui regroupe actuellement 170 entreprises de l'éclairage, allant de la recherche, les laboratoires, centres de recherche, écoles, les fabricants, sous-traitants, les distributeurs, les installateurs, concepteurs lumière, voilà, tous les métiers en fait, bureaux d'études, tous les métiers qui regroupent cette filière. Et notre but principal, c'est de regrouper cette filière et de la rendre plus compétitive et innovante. Alors je sais, c'est des grands mots, mais le but principal, c'est vraiment de vous permettre de vivre l'ensemble de ce que propose le cluster. Ça va être à la fois recevoir de la veille technologique, économique, des opportunités d'affaires, des documents techniques sur ce qui intéresse l'éclairage. Et puis, ça va être des événements à la fois de réseaux globaux comme peuvent être les soirées du cluster chez des adhérents pour vous permettre de rencontrer les nouveaux adhérents, et la filière et de pouvoir tout simplement faire du business. Et puis ça va être des actions plus ponctuelles et plus poussées sur un domaine, à la fois technique, comme les ateliers techniques ou les think tanks, qui sont des moments de brainstorming sur des problématiques poussées, et puis des événements qui sont
applicatif sur des usages que peuvent être des rencontres intermétiers, que peuvent être des conférences spécifiques. Et puis, bien sûr, ce qui fait le cœur du cluster lumière, ce sont les projets collaboratifs, c'est-à-dire collaborer entre entreprises sur des projets d'innovation. Et pour faire la transition justement avec le groupe Éclairage Naturel, c'est un parfait exemple de ce que peut être un projet du cluster qui rayonne sur différents domaines. Voilà, je vais donc laisser la parole à Marine. Merci beaucoup Alix pour cette intervention. Donc on va bientôt démarrer l'intervention d'Emmanuel. Juste avant, on vous propose de répondre à 2 questions de sondage qui va nous permettre de mieux cerner le public qui assiste à ce séminaire et donc de vous proposer un contenu qui sera bien en ligne avec qui vous êtes. Alors, dans un premier temps, on vous propose de répondre à cette première question qui est quelle est votre typologie? Voilà, donc les réponses sont en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'on ne voit pas forcément... je suis désolée, je vais le recommencer. Vas-y. Alors, je ne sais pas si vous voyez les résultats, puisqu'Alix à côté ne voit pas les résultats. Pourtant, normalement, vous devriez les voir. Bah, écoutez, je vais quand même les commenter. Je suis désolée. Donc, on a 10% des participants qui sont des organismes de recherche, des laboratoires, 11% qui sont des concepteurs, 34% qui sont des bureaux d'études, 27% qui sont des fabricants, 2% qui sont des sous-traitants, 5% des distributeurs, 3% des installateurs et 21% qui sont d'autres acteurs. Voilà, donc j'espère que vous avez les résultats. En tout cas, Alix ne les voit pas. Bon, écoutez, j'espère que vous verrez les prochains sondages. D'ailleurs, on va commencer à en faire un deuxième tout de suite. Alors, ce qu'on vous propose de définir maintenant, c'est de savoir si vous avez déjà participé à une présentation de la nouvelle norme EN 17037. Alors, cette fois-ci, vous voyez les résultats. Donc, désolé pour le premier sondage. Voilà, donc majoritairement, 80% d'entre vous n'ont pas encore participé à une présentation de la nouvelle norme. Donc ça va être intéressant pour savoir justement quel est le niveau de détail dans la discussion qui va avoir lieu. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis donc je propose à Emmanuel de rebrancher sa caméra et son micro pour démarrer son intervention. Et nous, on vous dit à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, Emmanuel Kael, donc je suis l'animateur du groupe Éclairage Naturel du Cluster Lumière, enfin c'est Éclairage et Lumière Naturelle. C'est un groupe qu'on a créé donc en 2016 et qui se réunit à peu près tous les 2-3 mois. Quand il y a des grands événements, évidemment, on va se réunir plus souvent et autrement, ça sera tous les 3 mois. L'année dernière, on avait fait une belle présentation en mars 2017 à l'amphithéâtre du LNE, où il y avait 120 personnes qui étaient réunies. Cette année, on a préféré faire une présentation donc, sur le projet de norme, enfin la nouvelle norme, pardon, la norme de l'EN 17037. Ce groupe Éclairage et Lumière Naturelle est ouvert à tous les membres du cluster Lumière. Alors le cluster lumière, donc je ne vais pas le présenter, Alix l'a déjà fait. Ce qui est intéressant dans le groupe Éclairage et Lumière Naturelle, c'est qu'on va avoir des personnes, enfin des organisations ou des entreprises diverses. On aura à la fois le NTPE, donc Dominique Lumortier participe à ces réunions, donc un laboratoire, des écoles, c'est eux d'ailleurs qui vont accueillir le prochain stagiaire qu'on va avoir pour ce groupe-là. On va aussi avoir des bureaux d'études avec un GELUX, donc, qui est spécialisé donc, dans l'assistance, maîtrise d'ouvrage, toute la partie
calculent et en même temps, grâce à leur expérience, ils peuvent avoir un retour d'expérience de terrain de ce qui se passe et ce qu'ils mettent en place. Donc ça, c'est très intéressant. Le système de gestion également de sociétés, donc Deltalor, donc Carole Laville, des gens qui sont spécialisés dans l'interface entre le bâtiment et l'éclairage naturel, mais qui ne s'arrêtent pas à l'éclairage naturel, qui vont également regarder des fois des stores, ou qui vont vraiment regarder toute l'efficacité énergétique. Une autre société d'ailleurs de système de gestion qui est Arcom, qui va aussi à la fois être fournisseur parce qu'ils produisent des systèmes de programmation et qui vont maîtriser différentes technologies. Il y aura des fabricants de qui est connu pour l'éclairage naturel par fibre optique, avec des luminaires très design, Kingspan et Codis, avec Serge Chalamondier, donc qui est des lanterneaux d'éclairement zénital, mais qui font également des lanterneaux de désenfumage. Et Nature et Confort, des spécialistes en solutions innovantes d'éclairage naturel, distributeur France des conduits de lumière sur la tube. Donc une société que j'ai créée en 2006. Au niveau de l'AFNOR, donc je suis membre aussi du groupe Lumière du jour de l'AFNOR, Daylight. Alors j'ai voulu montrer ça parce que pour vous dire un peu où on se situe. Donc vous avez différents groupes au niveau de la CEN. Donc CEN, c'est le Comité européen de normalisation. Vous avez différents groupes et Daylight est le numéro 11. Des fois, sur certains groupes, on va avoir un groupe spécifique qui va être un peu le miroir de ce groupe européen. Donc actuellement, on en a un pour la performance, on en a un pour la lumière du jour, et le premier, c'était la nuisance. Et c'est ce groupe de travail, au niveau de l'AFNOR, au niveau français, va être constitué pour répondre ou mettre en œuvre la position française sur une norme. Après, ce groupe-là va aussi travailler sur des normes spécifiquement françaises, je pense à la norme de l'ergonomie, mais il va déléguer aussi des personnes qui vont participer à l'ISO. Ce qui est un peu compliqué, moi, c'est relativement récemment que je participe à ces groupes-là, 2016, et ce qui est un peu compliqué, c'est effectivement d'abord les procédures. Au niveau de normalisation, il y a des procédures vraiment très strictes à respecter. On n'est pas nécessairement au fait, avec différentes étapes très précises. Et après, le nombre intermédiaire. D'un côté, il y a le CEN, de l'autre côté, il y a ISO, mais on ne voit pas, mais il y a évidemment la CIE qui est également là. Et c'est d'avoir ces différentes normes qui sont un peu partout, et d'avoir une vision synthétique, ça demande quand même ça demande du travail, concrètement. L'AFNOR, donc il y a toujours quelqu'un dans les groupes de l'AFNOR, évidemment de l'AFNOR. Avant c'était Mohamed Trabelsi, maintenant c'est Sébastien Louis-Rose. Et dans le groupe Lumière du jour, donc le GTC, le groupe de travail C, donc on a une personne de Saint-Gobain. On avait deux personnes de l'UFME, Ludivine Ménez de l'UFME, Nicolas Dupin. L'UFME, c'est l'Union française des menuiseries extérieures. Et après, au niveau de sous l'étiquette AFE, on avait Bluetech avec Jean-Marie Cahoux, c'est Yannick Sutter de l'Unibien. Et autrement, avant j'intervenais au niveau de l'UFME, maintenant j'interviens directement au niveau de Nature et Confort. Alors le travail, comme je vous disais, c'est des propositions, les commentaires, participer aux réunions françaises et européennes. Il y a plusieurs réunions qui ont eu lieu à Copenhague. Dépouiller les réponses issues. 2 jours, il y avait quand même plus de 40 pages au niveau de questions qui avaient été posées par les Français. Donc on avait dépouillé toutes ces réponses-là. Les réponses après qu'on allait relayer au niveau européen. Et après définir ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a des gens différents, mais en réalité au niveau européen, on peut avoir qu'une seule position. Donc déjà, il faut un accord entre nous avant de présenter ça au niveau européen. Puis après, il y a la traduction française, puisque les normes, tout le travail est en anglais. Et en France, évidemment, les normes seront en français. Donc on va vérifier que les traductions sont bonnes. Je me rappelle par exemple, avant, les lumières, les roof lights étaient traduits par des lucarnes. Or, lucarne n'est pas nécessairement le terme le plus approprié. J'ai fini. À toi, Marc. Très bien. Je démarre. Je peux voir mes diapositives, s'il vous plaît. Voilà, donc
Excuse-moi déjà pour l'erreur sur ce titre. Il s'agit bien de la norme 17037 et pas 37017, mais je pense pas que c'est important que ça. Mon nom est Marc Antoinon. Je suis intervenu en tant que conveneur, c'est-à-dire animateur de la nouvelle norme d'éclairage naturel sur les 3 dernières années. Je suis basé au Danemark, ici, et je suis en ce moment au Danemark. Et grâce à la technologie, nous sommes tous réunis ensemble pour ce webinaire. Je voudrais dire 2 mots sur l'historique quand même de cette norme. C'est pas neutre. Sur les participants, sur les principes qui ont été adoptés, sur quelques éléments principaux de contenu et la manière d'utiliser cette norme telle que c'est envisagé. Comme l'a dit Emmanuel, donc nous sommes un des groupes de normalisation du 169, du comité technique 169 Light and Lighting, donc Daylight, c'est le groupe 11, et c'est celui que j'ai eu la chance d'animer ces dernières années. Au niveau historique, en fait, ça remonte à 2010. Attention, hein, ça date de 8 ans maintenant, cette affaire, et ça avait été initialisé par la Hollande avec un nombre d'autres pays. Le conveneur était Peter Rainham de la Bartlett School à Londres. Et en 2014-2013, le groupe est arrivé un petit peu face à un mur de briques, quelque part, puisque les Allemands avaient un standard. Et on est arrivé vers quelque chose qui rendait les choses compliquées et assez peu compatibles avec notamment le standard allemand. Et donc, quand j'ai été élu pour prendre la suite de Peter Rainham, ce que j'ai fait, j'ai comme lu ce rapport qui aujourd'hui fait 57 pages, et j'ai coupé quelques branches, j'ai interviewé toutes les personnes, j'ai passé beaucoup de réunions avec les Allemands pour comprendre exactement pourquoi ça bloquait côté Allemagne. Et ça bloquait parce qu'il y avait un standard qui était très actif, utilisé depuis plus d'une vingtaine d'années, et donc il y avait tout un mécanisme autour de ce standard qui fonctionnait relativement bien. Donc quand quelque chose tourne, on n'a pas trop envie de changer les habitudes. Néanmoins, la création d'un nouveau standard rend forcément caduque un ancien standard. Par contre, ce qui peut bloquer le développement d'un standard, c'est une réglementation. Donc on a eu un cas en République tchèque avec une incompatibilité qu'il a fallu résoudre, mais en fait, on a pu avancer. Donc, je vais vous montrer un petit peu Donc, on a une 50aine d'experts. Excuse-moi, Emmanuel, j'ai pris cette liste. Tu n'étais pas sur cette liste, mais tu es bien sûr dedans, tu as participé. Donc, 50aine d'experts, c'est pas rien. Ça veut dire que qu'il faut chercher en permanence des compromis. Et le mode opératoire de ces réunions, c'était de se retrouver 2 fois par an avec des WebEx intermédiaires. Entre autres avec le secrétaire général qui est au DIN, Soleil Moqtader, que vous connaissez peut-être. Toutes les contributions étaient par écrit et devaient être envoyées, je devais les recevoir devaient être envoyées en fait à tous les membres avant les réunions. Pendant les réunions, on essaie de trouver des compromis, donc c'est un peu compliqué, c'est lourd. Et en cas de désaccord, on demande aux personnes de voir leur copie, de faire des nouvelles contributions mais écrites. C'est-à-dire que en l'absence de nouvelles contributions écrites, on considérait que l'édition était prise. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois. C'est quand il y avait des désaccords pendant les réunions, mais les gens n'ont pas fait des contre-propositions par écrit, et donc on a dû acter le fait qu'en l'absence de contribution, eh bien, on avançait. Donc c'était un mode opératoire assez particulier. J'ai été aidé quand même largement par le directeur de l'organisation danoise, qui est un type d'un certain âge et qui connaissait un peu toutes les ficelles du métier. Alors, venons un petit peu au standard. Alors, c'est un peu particulier ce standard, hein, parce qu'on n'est pas dans un standard de produit du tout. On est sur la qualification de la qualité de la lumière naturelle dans un bâtiment. Et le point de départ, parce qu'il faut savoir que ça poussait assez fort côté conditions de travail, côté notamment nordique, sur les aspects médicaux. Et donc, c'était faire en sorte qu'on ait une impression subjective de clarté dans les espaces intérieurs, avec une vue suffisante vers l'extérieur, et également pour des logements, notamment en hiver ou dans l'Europe du Nord, avec un minimum d'exposition au soleil dans les pièces habitables, et également des recommandations sur la limitation de l'éblouissement de nos fenêtres. Alors attention, le plus important, c'est qu'il s'agit d'espaces intérieurs et non pas de bâtiments. Les gens ont cru que c'était un standard européen de bâtiments. Donc c'est pièce par pièce, libre à chacun d'entre nous de définir combien de pièces dans un bâtiment mérite de répondre aux standards d'éclairage naturel. Ça peut être 50%, 60%, 70%,
selon les contraintes. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais préciser. Autre précision, et ça a été vraiment un enjeu énorme dans mes négociations, c'est qu'on n'est pas en train de définir la part de l'éclairage naturel dans les besoins en éclairage des locaux. Hein, ceci est traité par la 1513, c'est-à-dire que ça fait mention aux applications spécifiques, aux horaires spécifiques, ce qui n'est pas couvert par notre standard. Également, on est hors du standard des postes de travail. Hein, c'est la 12464 qui définit des niveaux d'éclairement, naturel ou électrique sur le poste de travail. Ça reste dans la 12464. Nous, on reste sur l'impression de lumière d'un espace. Par ailleurs, il y avait aussi des grandes discussions avec les bureaux d'études sur la partie énergétique. Et là, on était également pour dire, on définit d'abord ce que c'est qu'un bel espace lumineux, aux architectes et aux ingénieurs thermiciens de trouver les bonnes fenêtres, les bons isolants pour répondre à ces questions. D'autant que les programmes énergétiques sont dans des réglementations nationales. Dernier point, on ne propose pas de méthode de calcul. Bon, il y a eu effectivement pas mal d'échanges là-dessus, et je me suis vite rendu compte qu'il allait avoir des bagarres sans fin sur les méthodes de calcul, sachant qu'on avait d'un côté des groupes plutôt allemands, on va dire, qui étaient basés sur des méthodes relativement simplifiées, sur des boîtes à chaussures rectangulaires, pour faire simple, et d'autres qui étaient plutôt orientés vers des logiciels de CAO qui prennent en forme la complexité des espaces, avec notamment des routines qui permettent de calculer la lumière dans ces espaces. Donc là, j'ai vu qu'on n'allait pas pouvoir écrire une méthode. Les Allemands voulaient qu'on fasse une méthode simplifiée. Je pense qu'à l'heure de l'informatique et de la CAO, le plus important, c'est de définir des performances, indices de performance, plutôt que des méthodes. Alors, dans la grosse discussion au début de cette norme, ça a été de dire qu'est-ce qui est normatif, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai eu une guerre tranchée sur les niveaux. Et là, j'ai vu qu'on risquait d'aller droit dans le mur. Donc, on a pu négocier le fait que la partie normative définit la nomenclature, le principe d'expression des performances minimales en éclairage naturel, les vues, la protection soleil, la protection contre l'éblouissement. Et en annexe informative, cette fois-ci, on met en annexe A les valeurs minimales recommandées. Et là, je me suis beaucoup battu pour qu'on ait 3 niveaux d'exigence, parce que je voyais très bien qu'on allait droit vers un système avec un seul niveau d'exigence. Et si vous voyez la bus 464 avec les niveaux d'éclairage électrique intérieur, eh bien, le problème, c'est que le niveau d'exigence minimum devient le niveau d'exigence objectif. Donc, on converge. Alors qu'en éclairage naturel, il faut quand même, à mon avis, j'espère que vous partagez cette vue, offrir la possibilité, dans certains cas, d'en faire plus de lumière naturelle quand c'est justifié. Donc, d'où les différents niveaux d'exigence qui ont été intégrés à ce standard. Enfin, 4 annexes complémentaires qui permettent de donner des détails pour les calculs pour ces 4 sujets. Alors, l'expression, ça c'est très important, parce que ça c'est un travail qui a eu lieu avant que j'arrive pour animer ce groupe, hein, donc depuis 2010. Il y a eu beaucoup de collaborations avec des études américaines à Harvard sur qu'est-ce que c'est qu'un espace éclairé. Et il y a eu des corrélations faites par le professeur Reinhardt, si vous connaissez, Christophe Reinhardt à Harvard, et d'autres qui ont été faits, d'autres chercheurs, qui ont essayé de trouver une corrélation entre l'impression subjective de lumière naturelle et les valeurs mesurables quantitatives. Et en fait, ce qui ressort de ces études, c'est qu'on peut assez bien corréler une impression de lumière à la quantité de lumière qui arrive dans un espace pendant la moitié des heures de jour. Donc, vous voyez ici qu'on a complètement évacué les heures d'utilisation, on s'est déconnecté des heures d'utilisation pour dire, voilà, cet espace, il paraît lumineux lorsqu'il y a une certaine porosité à la lumière. On ne fait pas relation aux horaires d'utilisation. Donc ça, c'est important au niveau culturel. Donc on définit un éclairement cible, 200, 300, 400 lux, par exemple, qui est atteint et dépassé pendant au moins 50% du temps des heures de jour. En outre, et ça, c'est des études notamment que j'avais fait en France à l'époque, avec des bonnes corrélations que j'ai revérifiées ici au Danemark, entre le niveau minimum d'éclairement, par exemple dans des logements, et l'impression de luminosité. Et donc, on a une deuxième cible qui est cette fois-ci l'éclairement minimal. Hein, absolument minimal en fond de pièce, par exemple, pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de coins obscurs dans une pièce.
Le plan utile est pris par défaut à 0,85 m. Je passe des discussions interminables au niveau européen sur la hauteur du plan utile. On l'a recommandé, mais on peut l'ajuster si nécessaire. Les méthodes de calcul proposées sont soit à partir de données climatiques locales, donc ça je sais qu'en France, le bureau d'études ou le LTPE le pratiquent largement. On peut aussi, on a proposé une méthode de calcul de facteur de lumière du jour en pourcentage qui sont précalculés et fournis dans des tables qui sont dans une annexe. Donc là aussi, il a fallu quand même bien vérifier qu'on était en cohérence avec un certain nombre de documents dans chaque pays. Donc il y avait des gens qui allaient pinailler sur des quarts de pourcent de facteur de lumière du jour. Comment c'est passé. Donc le tableau, il est dans la norme. Alors un autre aspect que la pénétration lumière naturelle, je rappelle qu'il y a quatre critères, hein, donc la lumière naturelle, la vue vers l'extérieur, l'exposition au soleil et l'éblouissement, protection contre l'éblouissement. Pour la vue vers l'extérieur, il y a des critères qui sont liés essentiellement sur l'angle d'ouverture depuis un point de référence à définir, le fait qu'il n'y ait pas de bâtiments trop proches de la façade, donc des distances minimum, ce qui peut intervenir dans les patios par exemple, ou dans les rues étroites. Et puis également le nombre minimum de composantes de la vue. Alors ça, c'est les études de psychologues, surtout sur la Norvège, la Suède et les Pays-Bas, qui montrent que l'importance de voir à la fois un bout de ciel, un bout de paysage et puis éventuellement un bout de sol. Donc on gagne des points quand on peut voir les trois, mais on ne peut pas faire les trois. Donc ça, c'est un aspect vraiment purement qualitatif. Donc je liste pour le moment tout ceci, les critères exacts, les valeurs, sont dans les annexes. Sur l'ensoleillement minimum, il existe déjà dans un certain nombre de pays des critères de recommandation et standards, notamment dans le standard allemand, de minimum d'heures d'ensoleillement par temps clair pour une date de l'année. Alors, dans certains pays, c'est le 15 février, dans d'autres, c'est le 1er mars, etc. Donc, on a mis une certaine flexibilité dans ce standard, mais le principe dans la partie normative, c'est de dire les pays peuvent définir, s'ils le souhaitent, une période spécifique. Alors, c'est le pays, ou ça peut être simplement le client qui utilise la norme. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage peut dire, moi, dans mon projet, qui est un projet de logement, j'aimerais qu'on prenne, je sais pas, le 15 février, le 20 février, le 1er mars, et avoir un certain nombre d'heures spécifiques. Alors, une fois de plus, en annexe, on a des valeurs proposées avec 3 niveaux pour ce critère. Pour l'éblouissement, alors là, c'est un sujet assez houleux, puisque d'une part, il y a reconnaissance qu'il n'y a pas un accord suffisamment fort entre différents organismes internationaux sur la manière de définir les critères d'éblouissement, mais la CIE propose à l'heure actuelle le Daylight Glare Probability Index, DGP, et la décision a été prise de prendre le DGP, à ce standard, et l'idée c'est de dire qu'on va définir une période pendant laquelle on ne doit pas dépasser un certain indice d'éblouissement. Alors ça, c'est assez complexe pour ceux qui travaillent sur l'éblouissement, ça dépend de la position de l'observateur, la taille de la fenêtre, la façon de paramètres, le type de vitrage. Et donc dans les pratiques, ça se traduit essentiellement par un critère sur les stores, les protections solaires, en relation avec d'autres groupes de normalisation européenne. Excusez-moi, j'ai toujours une crève, j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout. Alors, je reviens maintenant sur l'annexe A qui précise les niveaux. Alors, voici un exemple de ce qui est proposé dans la norme avec, je vous rappelle qu'on est toujours sur 50% du temps des heures de jour et la proposition, c'est d'avoir 3 niveaux d'éclairement, soit 300, soit 500, soit 750 lux pendant 50% sur 50% d'espace. Hein. Ça, c'est quand on est en éclairage avec des sources de lumière verticales ou inclinées. Et puis, au minimum, toujours pour ces espaces, donc en fond de pièce, dans les endroits les plus sombres, garantit au moins 100, 300 ou 500 lux sur 95% de l'espace. On laisse 5% d'abattement, en gros, par rapport à d'éventuels accidents ou piliers qui peuvent y avoir dans les pièces, pour pas être trop strict. Donc, on est toujours sur 50% des heures de jour. Donc ça, c'est la pratique. Donc ça peut être utilisé
notamment pour ceux qui utilisent des données climatiques pour faire des calculs. Et on verra après par rapport aux facteurs de lumière du jour. Alors pour ce qui est assez intéressant, et là j'ai beaucoup poussé là-dessus, et j'espère que les vendeurs de lanterneaux me remercieront là-dessus, sur le fait que, eh bien, en toiture, il se passe des choses assez importantes, et notamment, on verra après, si on a des polycarbonates diffusants, eh bien, même le rayonnement solaire, une fois diffus, compte pour l'éclairage naturel. Donc, là, on a en toiture, on travaille essentiellement sur l'ensemble de l'espace. Une fois de plus, on n'est pas dans le bâtiment, on est dans l'espace. Donc 95% de la surface, on retrouve nos 300, 500, 750 lux à dépasser 50% du temps. Donc on ne va pas sur des pourcentages plus grands, on reste toujours à 50% du temps dans cette norme. Ça a été par rapport aux corrélations entre les impressions lumineuses et les lieux. Alors, pour ceux qui ne font pas les calculs climatiques, on a des tables de facteurs de lumière du jour qui sont proposées pour 33 villes. Alors, pour la France, on a seulement Paris, donc libre à nous de définir des sous-zones, de répartir un peu la France en plusieurs zones. Et voici les ordres de grandeur des facteurs de lumière du jour pour les différents niveaux. Donc, ça, c'est pour les 100, 300, 500 et 750 lux. Ce qui donne en gros les facteurs de lumière du jour. Donc on retrouve pour les 100 lux les valeurs minimales en fond de pièce. Vous voyez, c'est pas des. Si je prends la France, on a 0,6% en fond de pièce. Et puis entre 1,9, typiquement 1,9, 3,1, voire même 4,7 pour les niveaux les plus élevés. Et en général, plutôt de l'ordre de 1,9%, dépasser 50% du temps les niveaux requis. Alors ça, c'est pour des fenêtres verticales. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a proposer aussi des facteurs de lumière du jour, cette fois-ci pour des ouvertures diffusantes, un type lanterneau avec des polycarbonates diffusants, ou des éléments un petit peu comme ceci, qui prennent en compte le soleil. Donc cette fois-ci, on peut se permettre un facteur de lumière du jour plus faible, puisque la transmission lumineuse plus faible va néanmoins permettre d'utiliser le soleil. Et donc, on a des éclairements médians externes qui sont plus élevés, cette fois-ci, et des facteurs de lumière du jour un peu plus faibles. Donc, je vous laisse consulter ceci, et on a là aussi 33 sites qui ont été établis. Alors, si vous voulez, je n'ai pas le droit de publier le document entier tel qu'il est aujourd'hui. Je rappelle qu'il a été relu par le secrétaire général du TC 169, avec certains amendements, que le document est définitif. Maintenant, il est soumis au vote des pays, que le vote final va être lancé en mai et devrait être terminé début juillet. Et donc, dans ce cas-là, on partirait vers une publication de cette norme à l'automne, ce qui veut dire que le timing est excellent pour en parler. Donc, je remercie Cluster Lumière d'avoir une petite initiative d'organiser cet événement. Alors, on est à 6-10 mois avant la publication. Déjà, certains pays, je peux témoigner, la Hollande et l'Allemagne, se préparent, donc ils sont en train de traduire déjà les textes, ils sont en train d'avoir des discussions avec les développeurs de logiciels, ils commencent à faire des séminaires comme ici, donc ça veut dire que c'est parti, le mouvement est en marche à travers l'Europe, donc on en fait partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette norme veut dire? C'est que pour les fabricants de matériaux, fenêtres, lanterneaux, etc., eh bien, ce qui est important de faire dès aujourd'hui, c'est de se préparer à proposer un dimensionnement des produits pour atteindre des performances recommandées. Donc, je crois qu'Emmanuel Kael va en parler tout à l'heure, pour ces produits. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, évidemment, on a un pays qui est assez grand avec des zones climatiques. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les zones climatiques, parce que ce sont les zones climatiques du CSTB ou d'autres. Je sais que le TPE travaille beaucoup là-dessus. Donc, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur vraiment les zones climatiques pour ajuster le tir, pour ajuster notamment les facteurs de lumière du jour ou les calculs. Les logiciels des bureaux d'études sont à mettre un peu en musique. Donc, je pense qu'il est absolument important que tous les fabricants de logiciels soient au courant de ceci pour intégrer les calculs pour répondre aux standards dans leur fonctionnalité. Donc, ça, j'avais essayé de lancer ceci sur Batimat en novembre, et je pense qu'on peut encore le faire, mais il ne faudrait pas trop tarder parce qu'il faut perdre du temps pour mettre au point les logiciels. Il y a une chose que j'aimerais bien qu'on puisse faire, c'est de comparer les résultats des calculs avec des facteurs de lumière du jour recommandés
et avec les calculs climatiques. Ça, c'est important de voir si on tombe vraiment bien sur les mêmes dimensionnements. Parce que si c'était trop différent, là, il faudrait faire quand même des publications là-dessus et interroger un petit peu tout le monde. La responsabilité de cette corrélation appartient à l'université de Sheffield en Angleterre qui a fait ces tests. Ils travaillent avec des bases de données de type TMY, TRY, c'est des données typiques. Alors après, il y a un autre débat, et je pense que Dominique Dumortier connaît parfaitement le sujet, Dominique Dumortier de l'NTPE. Donc à regarder de près pour être sûr qu'on est cohérent, qu'une personne qui fait des calculs avec des facteurs de lumière du jour soit pénalisée par rapport à une personne qui fait des calculs climatiques. Enfin, il y a des labels. En France, HQE, à l'étranger, Leeds, Graham, Well. Donc, HQE, le représentant HQE a participé à des réunions, donc il est au courant de ce qui est fait. J'ai une réunion à Francfort la semaine dernière avec les responsables de Well, le label de qualité des espaces intérieurs qui intègre la lumière naturelle. Donc, Graham, je sais qu'il travaille dessus, en Angleterre, sur l'intégration des contraintes du standard européen dans le label Graham. Donc les choses se mettent en place. Je pense que le côté offre, ça va à peu près fonctionner. Je pense qu'on peut être prêt. Côté demande, je pense que c'est le grand sujet. Le succès de cette norme viendra du fait viendra si c'est adopté ou non par les maîtres d'ouvrage. Si les gens qui sont responsables de bâtiments, de programmes de construction de bureaux, de programmes d'école, s'ils mettent dans leur cahier des charges de référence à ce standard, je pense qu'on aura gagné. Donc, il me semble que la partie la plus importante à mener dans les 6-10 prochains mois, c'est d'impliquer les maîtres d'ouvrage, de les écouter, de voir en quoi, même de marché de travail, peut-être de rédiger des manières d'écrire ce cahier des charges. Je rappelle que le standard ne porte que sur des espaces, non pas sur des bâtiments entiers, donc libre au maître d'ouvrage de définir quel pourcentage des espaces dans un bâtiment doivent répondre à au standard en performance mentionné ici. La vue, par exemple, n'était pas possible sur tous les espaces. L'accès au soleil n'était pas forcément indispensable dans un ensemble de bâtiments. Pour l'éblouissement, on recommandera simplement peut-être des protections solaires répondant à la demande. Voilà. Donc ceci, pour conclure, je crois qu'on m'avait donné une vingtaine de minutes, on va en rester là. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de questions, de débats là-dessus. Je pense que, je sais pas, je passe la main donc à l'animatrice pour voir comment gérer éventuellement des questions-réponses. Je ne sais pas comment ça fonctionne quand on a un grand nombre de participants, mais je vous passe la main. Merci beaucoup Marc pour cette intervention. En effet, on commence à avoir quelques questions qui sont arrivées sur l'interface. On va les traiter à la suite de l'intervention d'Emmanuel qui va reprendre la main pour la deuxième partie de son intervention. À tout de suite. Il faudrait juste les transparents. Attendez, ça c'est après. Voilà, donc les exemples de configuration, donc le travail a été fait par Serge Chalmandrier d'Ecodis. Donc pour reprendre un peu les trois niveaux qui étaient marqués, donc le minimum, le médium et le haut, en mettant finalement par rapport au calcul de FLJ de 1,50, 2,5, 2,50 et 3,70 qui sont les niveaux de FLJ du tableau A4, le nombre de lanterneaux qu'il faut utiliser, soit 15, soit 24 ou soit 36. Vous voyez que c'est quand même des bons lanterneaux, c'est des lanterneaux de 6 mètres carrés avec 52% de diffusants. Ce qui permettait aussi, parce qu'il y avait deux tableaux, un tableau qui était pour les appareils non diffusants et un tableau dans la norme qui est pour les appareils diffusants. D'accord. Les fabricants de lanterneaux font souvent référence aussi à l'association européenne Eurolux et on voit des fois les différences qu'il peut y avoir entre ce que préconise la norme, ou préconiser la norme, la FLJ 17037, et ce que préconise Eurolux actuellement. Là, c'est juste un schéma graphique pour représenter de façon très synthétique le résultat qui avait été calculé par Serge.
Au niveau d'autres systèmes, donc des conduits de lumière, donc je rappelle un peu l'extrait de la norme, et en même temps, c'était le nombre de conduits de lumière que l'on avait. Donc le nombre, vous voyez que c'est des produits qui sont beaucoup plus petits, puisque les produits font à peine 0,22 m². Vous voyez que pour le minimum, on arrive à 104, et pour le 750 luxe, on arrive à 259 conduits de lumière. Rejoindre. Si on prenait le calcul de FLJ pour faire un peu la corrélation, on reprend ça et on recalcule le FLJ, on arriverait à du 1,66, 2,75 et 4,12. Donc par rapport au tableau A4 qui est dans la norme, on est effectivement, alors on est un peu au-dessus quand même des FLJ qui étaient marqués dans le tableau. C'est-à-dire que si c'est calculé à partir de données météorologiques, en se basant sur les données de météonormes, on se rend compte qu'on est en partant des données, on arrive à une configuration qui surestime un peu par rapport au FLJ du tableau A4. L'autonomie. Oui, là aussi, ce qui est important de voir, c'est que l'autonomie à 300 lux qui est marquée dans la norme avec 104, elle ne correspond pas à l'autonomie en réalité d'éclairage naturel qui va être marqué qui va être relevé par les compteurs électriques. Parce que ce qu'on va tenir compte ici, finalement, c'est sur les 4380 heures de l'année, donc d'heures de jour. On va prendre 50%, donc on arrivera à peu près à 2190. Bon, là, c'est des nombres de conduits, donc c'est un peu différent, mais on arrive à 2197. Et là, ça veut dire que pendant 50%, on va éteindre complètement l'éclairage électrique. On n'aura donc que la lumière naturelle. Or, aujourd'hui, la majorité des bâtiments nouveaux sont équipés avec des systèmes d'éclairage électrique qui leur permettent de graduer l'éclairage électrique en fonction de l'apport de lumière naturelle. Ça veut dire que là, toutes ces heures-là, dans la norme, ne sont pas considérées. Donc ici, on a 50%, alors qu'en réalité, l'autonomie qu'on pourrait se compter en faisant de l'éclairage graduel serait plutôt du 65%. L'autre chose aussi, c'était un calcul, je voulais vous donner à votre réflexion, qui était de dire, si on a quand on prend 50% d'autonomie, donc on retrouve quelque part les 104 conduits de lumière à 50%, ici, si on prend 50%, chaque conduit de lumière, mais ça pourrait être n'importe quel système finalement d'éclairage naturel, va apporter un certain pourcentage d'autonomie. Là, pour un conduit de lumière, c'est du 0,48%. Par contre, si on augmente l'autonomie, on se rend compte après que les pourcentages d'autonomie gagnés, c'est-à-dire finalement l'économie en énergie électrique, va être de plus en plus cher en termes d'investissement de produits. C'est-à-dire qu'à 60% d'autonomie, là, on n'aura plus qu'un conduit de lumière va apporter plus que 0,37. Et pour passer de 50, il a fallu 104, et à 60%, il en faut 161. Voilà, j'ai fini juste sur des chiffres par rapport à des fabricants de solutions d'éclairage naturel, parce qu'il est toujours intéressant de voir une norme, comment elle va s'appliquer dans la réalité, et par rapport à un bâtiment, quels vont être les impacts en termes de configuration. Je vais redonner donc la main à Marine pour l'animatrice du web séminaire. Merci beaucoup Emmanuel pour cette deuxième partie. Alors on va bientôt aborder la séance de questions-réponses. N'hésitez pas à lister vos questions pendant ce temps. On va simplement faire un troisième sondage pour en savoir plus sur comment vous percevez cette présentation et en tout cas comment vous voyez la suite. Donc la question qu'on souhaitait vous poser, c'est c'est pas cette c'est le sondage précédent, excusez-moi. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous passer. Donc pensez-vous que cette norme va impacter les constructions en France ? Alors, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le résultat du sondage, je ne sais pas pourquoi. Vous avez répondu oui à 78% sur le fait que cette norme va impacter les constructions en France. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas le résultat. Normalement, vous devriez le voir. Alors, on va basculer l'interface pour pouvoir passer à la question de
la séance de questions-réponses. Donc, je propose à nos intervenants de revenir sur l'interface avec leur webcam et leur micro. Voilà, donc simplement, n'hésitez pas à couper le micro qui est en haut, en bleu, quand vous n'êtes pas en train de répondre à une question, ce qui va permettre de ne pas trop avoir de difficultés au niveau du son. Voilà, donc tout le monde est revenu, merci beaucoup. Donc, je propose qu'on commence par prendre la question de Philippe Tony qui demande « Est-ce qu'il y a un lien entre les niveaux d'exigence et les usages ou typologies de bâtiments ?» La réponse est non. La réponse est une impression lumineuse globale. Donc, que ce soit du logement, des bureaux, des écoles, on est dans une impression lumière. Donc, on est déconnecté, et c'est pour ça que notamment les horaires, les usages ne sont pas intégrés. Alors, ça a été, je sais que ça peut surprendre beaucoup de personnes habituées au calcul d'économie d'énergie, mais ça, comme ce n'est pas une norme sur le calcul d'économie d'énergie, mais l'impression visuelle, c'est effectivement ce qui a été choisi, parce que sinon ça partait de manière beaucoup trop compliquée. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est un peu surprenant. Ok, merci Marc. On a aussi une question de Jean-Jacques Ezrati qui demande, donc j'ai mis au point avec la société un luxomètre différentiel sur site, déterminer le FTJ. J'en ai souvent parlé, je suis seule à l'utiliser. Est-ce obsolète de déterminer ce FTJ? Non, mais je trouve que je suis très heureux que Jean-Jacques ait développé ceci. À l'époque, j'avais aussi développé le TPE. Je pense que là, on a une opportunité pour l'utiliser, notamment en vérification. Hein, c'est le premier usage, en vérification, pouvoir, dans un bâtiment, si un maître d'ouvrage demande de répondre à un standard, eh bien, de vérifier au point demandé les niveaux de facteur de lumière du jour. Donc la réponse est bien tant mieux, c'est pas du tout obsolète, bien au contraire, Jean-Jacques, c'est le moment d'en parler. C'est bon là? Je peux répondre à la deuxième question, Jean-Jacques Ezrati? Oui, vous m'entendez? Allez-y. Oui. Oui, donc effectivement, Bernard Paul Bernard Paul que je connais bien, qui entre autres a développé un logiciel et je l'ai vraiment encouragé à le déployer dans le cadre de ce standard. Il a fait aussi une étude de cas, je crois, peut-être que Jean-Jacques fait référence à ceci, sur des rues de Paris, rue Hamelin, je crois. Mais il est évident que si on prend des bâtiments anciens sur des rues pas très larges, il est évident que les salles actuelles ne répondent pas à ce standard. Donc ce standard ne doit jamais être pris comme une recommandation d'urbanisme. On juge d'un espace qui est très éclairé. Alors c'est vrai qu'ici, je vois aussi au Danemark, les surfaces vitrées en façade sont supérieures à 70%, 80% à peu près. Alors c'est vrai qu'on arrive, grâce à ça, néanmoins à avoir de la lumière même aux étages inférieurs. Mais il est évident que beaucoup de bâtiments existants ne répondent pas du tout à ce standard, mais que ça permet ici, ce standard va permettre de monter un petit peu la qualité en garantissant qu'il y a un certain pourcentage d'espace répondent aux exigences du standard. Merci. Oui, alors la question suivante, est-il prévu que la prise en compte de cette norme dans les labels comme BREEAM, etc., va-t-il y avoir une valorisation en points dans les calculs des labels? C'est prévu. Alors, je ne sais pas où en sont les Anglais pour BREEAM, mais je sais qu'ils discutent de ça en ce moment. Il y a une réunion, je ne sais plus si c'est la semaine dernière, j'ai entendu parler de ça. Il faut que j'appelle John Magdalevich pour savoir, mais c'est une bonne question, mais c'est en discussion. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et c'est John Magdalevich de la Bartlett School qui le contacte. Non, pas de la Bartlett School, excusez-moi. De l'université de Sheffield, je crois. C'est ça. Merci. Donc la question suivante, c'est de savoir si dès l'application de cette norme, les avis techniques des produits vont devenir obsolètes. Dans les avis, donc on est dans je ne connais pas exactement la relation entre l'avis technique produit et
les performances. Ici, on ne parle pas de performance produit, on est bien d'accord, on parle de performance de salle entière. Donc, je ne sais pas, peut-être Emmanuel, dans les avis techniques de tes produits, est-ce que la performance globale dans la pièce est intégrée dans l'avis technique? Emmanuel, on ne vous entend pas. Il faudrait que vous rebranchiez votre micro. Exactement, oui, c'est vrai. Je disais, dans l'avis technique du CSTB pour les conduits de lumière, il va se baser pour la performance lumineuse sur le rapport technique de la CIE 173. Donc, ça va être avec des sphères d'intégration, ça va être seulement des mesures au niveau de finalement de l'efficacité globale de la transmission lumineuse du produit, et non pas l'impact, enfin le lien que l'on pourrait avoir avec l'éclairement que l'on souhaite à telle surface de référence. Après, pour les lanterneaux, ça sera basé sur une autre norme, mais c'est toujours des transmissions lumineuses de produits et non pas. En fonction de cette transmission lumineuse, on va rajouter plus ou moins de produits pour atteindre l'éclairement demandé par la norme qui va dire pour tel type d'activité, la 12464, tel type d'activité, il nous faut tel type temps au niveau d'éclairement. C'est bon. Merci Emmanuel. Donc on a une question. D'accord, peut-être Marc, tu voulais apporter un complément? Non, je vois qu'il y a des questions sur les calculs, c'est ça, sur les méthodes de calcul, par Dutout et Jean-Jacques, et au-dessus. La question sur mon écran ne s'affiche pas très bien. Je vois la question de monsieur Dutout, madame Dutout, celle-là. Oui, et la question précédente était sur les méthodes de calcul, hein, c'est ça? Oui, alors on en était en fait effectivement. Alors attendez, parce que en fait, comme il y a beaucoup de questions, en fait, ça revient. Alors, j'essaie de revenir à la question précédente. Oui, quand y aura-t-il un logiciel capable de prendre en compte tous ces calculs pour un espace défini? Bon, on a un grand nombre de logiciels en Europe, heureusement, sur ces sujets. Donc, je vois Esrati, il y a l'Ideal Plus, il y a Dialux, et tout le monde est en pleine. Nous, on utilise du 3ds Max ici, du V-Ray. Il y a plein de logiciels. Tout dépend après le degré de sophistication, par exemple, la manière dont on intègre en détail la réflexion des bâtiments de l'autre côté de la rue, de quelle manière on prend en détail éventuellement des brises soleil fixes, ou de quelle manière on prend en détail le mobilier à l'intérieur, hein, c'est-à-dire l'aménagement, etc. Donc ça, tout dépend si on parle de la boîte à chaussures ou si on parle de l'espace détaillé. Mais il y a un grand nombre de logiciels qui aujourd'hui permettent déjà de le faire. Et comme on dit en informatique, garbage in, garbage out. Donc la question, bien sûr, c'est de prendre un ciel de référence. Donc la norme propose le ciel couvert CIE, la Commission internationale de l'éclairage. Mais il faut bien sûr être très précis sur l'environnement du bâtiment. Donc on a effectivement... je vois ici que Jean-Marie Caous parle aussi d'Archivisar. Donc, il y a un certain nombre de logiciels. Donc, ce n'est pas ce qui manque. Et je pense que ce serait vraiment utile qu'en France, on puisse, en septembre-octobre, peut-être sur Batimat, je ne sais pas, faire une session interdéveloppeur de logiciels. Notamment, je vois la question sur les protections solaires aussi. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse vraiment une grande journée d'information sur le sujet. Merci Marc. Donc on a une question de Jean-Jacques qui demande: y a-t-il un fabricant intéressé pour le développement de ce luxmètre, la lumière n'étant pas le cœur de métier de Simel? Je crois que il y a des gens qui ont développé des choses là-dessus. Donc bon, c'est un sujet. Merci Jean-Jacques, mais c'est bien de poser la question. Et bon, c'est un sujet technique et commercial, donc qui doit être abordé. Et je pense que le mieux, c'est déjà de poser la question au cluster lumière et à ses membres, par exemple, et d'autres pistes. Mais très bien. Merci. Donc on peut prendre la question de Patrick. On voit actuellement une tendance sur les LED à spectre complet se rapprochant du spectre de la lumière naturelle en intérieur, sans UV ni infrarouge. Est-ce possible qu'à terme ces LED soient considérés comme de la lumière naturelle dans les normes et labels? Alors la réponse sur ce standard, non, sûrement pas, puisqu'on a une norme de qualité de lumière naturelle avec vue,
éventuellement ensoleillement. Donc, des sources d'éclairage qui simulent la lumière du jour peuvent très bien définir un spectre de type lumière du jour, et ça, ils peuvent le définir simplement par comparaison avec des standards de la CIE. Il existe des spectres de référence. Par contre, aujourd'hui, dans ce standard, il n'y a pas de place pour remplacer, par exemple, si je fais l'exemple, des lanterneaux par des sources d'éclairage électrique simulant les lanterneaux. Par exemple, ça, ce n'est pas à l'ordre du jour dans ce standard. Donc la question suivante de Dutou, la baie vitrée est essentielle pour l'apport de lumière. Est-ce qu'un logiciel pourra prendre en compte le store pour ses calculs? CF, la question précédente. Oui, bien sûr. Il existe déjà des logiciels là-dessus. Et la question est de savoir le degré de précision. C'est-à-dire que le calcul, il y a soit la réduction du facteur de lumière du jour, mais en général, c'est pas ça qui va dans la norme, ça ne va pas jouer. Le seul moyen où ça va jouer dans la norme, c'est dans l'éblouissement, réduction d'éblouissement. Là, il y a un chapitre spécifique qui fait également référence à une autre norme sur la transmission des protections solaires. Donc, pour l'éblouissement, oui, mais pour l'impression de lumière naturelle, non, ce n'est pas intégré. Merci beaucoup, Marc. Donc là, on a eu quelques commentaires sur l'interface, mais pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous invite à réfléchir à des questions que vous pourriez vouloir poser. Donc, on va peut-être faire un autre sondage en espérant que vous arrivez à voir la réponse. Donc là, on vous propose de répondre à la question suivante. Souhaitez-vous être informé des évolutions au sujet de la norme? Donc, soit par email, soit par web séminaire, soit par un événement physique. Donc là, c'est bien, vous arrivez à voir cette fois-ci les retours. Donc, a priori, vous êtes plutôt majoritairement intéressé pour recevoir les évolutions par email. Et puis, pour une partie d'entre vous, par web séminaire, un peu moins sur la base d'un événement physique. Donc, si vous avez d'autres idées, la personne qui a répondu autre, n'hésitez pas aussi à présenter d'autres idées si vous le souhaitez. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Alors, entre-temps, on a retenu, oui, tout à fait. Donc, de Florian, par exemple, la norme précise-t-elle une nouvelle méthode pour la mesure de l'éclairement à l'intérieur des bâtiments? Donc, j'ai précisé au début qu'on n'a pas pu se mettre d'accord sur une méthode de calcul. On est seulement sur des niveaux et des lieux où doivent être atteints et dépassés ces niveaux. On dit atteint et dépasser ces niveaux. On me dit, on ne fait pas du tout de méthode de calcul, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et puis sur la deuxième question de Philippe Tony sur le store, la neutralité chromatique n'est pas mentionnée, effectivement, elle est mentionnée pour la vue, pour les vitrages, mais pas pour les stores. Donc effectivement, c'est pas abordé. Il y a une autre question de monsieur et madame Budillon. Alors, le standard n'est pas une obligation, par définition, ce n'est pas une réglementation. Le standard est un moyen qui permet à des acteurs de communiquer, donc des fabricants, des clients, des maîtres d'ouvrage. Ce n'est pas une réglementation. Par contre, si un maître d'ouvrage dit réaliser ce bâtiment en appliquant la norme 17037, alors oui, ça devient une obligation dans le cadre de ce contrat. Mais ce n'est pas une obligation par défaut. Alors les Allemands vont un peu plus loin, puisque l'ancienne norme d'éclairage naturel était un standard, mais qui était devenu tellement puissant, parce que les Allemands avaient fait beaucoup de formations là-dessus, que c'était devenu des règles de l'art. Et sur le plan juridique,
Tant que ce n'est pas demandé par le client, il n'y a pas d'obligation. Merci Marc. Écoutez, on arrive. Alors, on a une autre question. Quid de l'intégration de cette norme dans l'évolution de la RT? RT, donc la réglementation thermique. La réglementation thermique, c'est une obligation, puisque tous les pays européens doivent avoir une réglementation. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce qu'il va y avoir des exigences sur le plan lumineux dans la réglementation thermique? Alors, elles y sont déjà. Ce qui peut intervenir, je pense, ce n'est pas les niveaux, mais ce serait la nomenclature, c'est-à-dire le fameux facteur de lumière du jour minimum, par exemple, ou en milliers de pièces. Ça pourrait éventuellement intervenir. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là, parce qu'il faut savoir que chaque pays a une réglementation thermique différente en Europe. Et donc, on n'a pas fait cette passerelle. Mais voilà où on en est. Donc, a priori, l'intégration se fera peut-être, mais aujourd'hui, on en est loin. Je crois que si on en discute, ce sera après maturité de ce standard. Et puis, en tant qu'entreprise, les calculs d'émissions oui, alors une question aussi de Laurent Arnaud, en tant qu'entreprise du bâtiment, les calculs de détermination du nombre sera défini par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Alors, normalement, c'est exactement comme en éclairage électrique. Il y a un nombre d'appareils. Normalement, la maîtrise d'œuvre définit le nombre d'appareils d'éclairage électrique pour répondre notamment aux exigences de la 12464. Sur l'éclairage naturel, ce sera exactement pareil. Si ce n'est que dans chaque cas, les fabricants peuvent aider, tenir la main les bureaux d'études, dire mon système, j'ai la preuve qu'il en faut tant pour atteindre les niveaux du standard. Donc on va se retrouver exactement dans la même approche que de rapport entre la maîtrise d'œuvre et les fabricants d'éclairage électrique, où il y a une espèce d'assistance mutuelle là-dessus. Mais à la fin, c'est quand même le responsable, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre. S'il y a une exigence du client pour répondre aux standards d'éclairage naturel. Merci Marc. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Voilà, vous avez des remerciements sur la clarté de la réponse. Est-ce que Emmanuel, vous voulez apporter des compléments sur ce qui a été dit pendant cette séance de questions-réponses? Sur la RT, ce qu'on avait actuellement, il n'y a pas d'évolution dans la RT 2012, qui va bientôt devenir 2016-2020. Il y a déjà un calcul dans le BBO, il y a un calcul également dans l'autonomie, mais il n'y a pas, en tout cas, de modifier ce standard en tenant compte de cette nouvelle norme. Et après, je rejoins tout à fait, effectivement, Marc, en tant qu'entreprise du bâtiment, nous, on est assimilé à un fabricant, donc on va épauler les maîtrises d'œuvre pour leur mettre certains calculs. Il y en a des fois qui auront les compétences en interne ou d'autres qui vont faire appel aussi à des bureaux d'études. Il existe aujourd'hui des bureaux d'études spécialisés en éclairage naturel qui permettront de faire en sous-traitance finalement ce type de calcul pour les maîtrises d'œuvre. Bon, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup Emmanuel. Donc on va arriver à la fin de ce web séminaire. Avant de laisser la parole à Alix, je voulais simplement vous dire que les slides sont disponibles pour téléchargement sur cette interface. Donc à la fin de la session, en fait, on laissera un petit peu de temps pour que vous puissiez télécharger et je vais vous indiquer un petit peu après comment on fait pour télécharger les slides. Et puis le séminaire sera accessible en replay pendant les prochains mois. Donc sur l'interface, vous aurez la possibilité de revoir le séminaire. Alors simplement, je vais revenir en mode présentation et puis je vais passer la parole à Alix qui va faire la conclusion. Merci à tous. Merci à tous pour ce bon moment d'échange et de formation. Merci à Emmanuel et à Marc pour
leur intervention pointue sur cette norme, qui, comme on l'a vu, pour la plupart, on pense que ça va vraiment impacter le bâtiment et la suite. Donc, je vous laisse en tout cas après aux soins de Marine pour la présentation, enfin pour le téléchargement des présentations. Et en attendant, je voulais juste vous faire un point sur les prochaines actions du cluster. Donc, on se retrouve mercredi, le 28 mars, pour le think tank sur comment créer de la valeur avec l'éclairage. Marc sera là pour animer ce think tank. On aura de bonnes interventions, de bonnes success stories sur comment créer de la valeur avec l'éclairage. On aura Velux, Bouygues, Sonepar, j'en oublie d'autres. Lucie, merci, voilà, qui seront là présents. Et puis le but principal, c'est bien sûr de rassembler les acteurs de l'éclairage et pour pouvoir réfléchir ensemble, d'où une séance un peu de brainstorming et de réflexion sur ce sujet-là. Et puis le rendez-vous suivant, ce sera la semaine prochaine, le mardi 3 avril, pour une visite de l'Institut Lumière Matière à 16h30. Donc l'Institut Lumière Matière qui est sur le campus de la Doua. Et on aura la possibilité de visiter des laboratoires pointus avec les chercheurs qui y travaillent. Donc je vous invite à nous rejoindre. Il est encore temps de s'inscrire. Voilà. Je redonne la parole à Marine. Merci beaucoup Alix et merci à nos intervenants, à Marc et Emmanuel. Donc vous avez pu répondre au sondage, le dernier sondage de cette session. Donc majoritairement vous êtes intéressés pour recevoir la newsletter du Cluster Lumière. Donc on est très contents. Vous êtes aussi intéressés pour participer à d'autres événements du cluster et donc à 57%. Et majoritairement vous êtes intéressés globalement par l'éclairage en général et pas forcément seulement l'éclairage naturel. Donc merci pour ces réponses. Et puis, je voulais donc vous donner quelques informations pour télécharger les slides. Donc, vous avez en fait sur l'interface un icône qui est une feuille de papier avec un coin corné et un triangle. Donc, si vous actionnez ce bouton-là, vous avez la possibilité de télécharger les deux fichiers qu'on a mis en ligne, qui sont les slides des intervenants. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour récupérer les slides qui ont été présentés. On va vous laisser un petit peu de temps à la fin de la session. Voilà, donc est-ce que nos intervenants veulent dire un dernier mot de conclusion? Non, vous m'entendez là, oui, vous m'entendez? Oui. Écoutez, donc, j'étais très heureux de la quantité de nombre de personnes qui ont participé. Je pense qu'il faut quand même qu'on réponde présent au niveau européen. Il y a un beau challenge. Je pense qu'on a de belles technicités en France, tant sur le plan industriel que sur le plan d'ingénierie, entre autres. Et je pense que le vrai challenge va être d'aller tirer les maîtres d'ouvrage. Je crois que c'est vraiment le vrai sujet. Et puis c'est un moyen un standard, permet d'échanger et c'est pas de pousser. Voilà. Je pense que c'est au moins ça. Merci à tous en tout cas. Emmanuel, un dernier mot de conclusion? De conclusion, nous, on est spécialistes en éclairage naturel, donc je suis très content qu'il y ait une norme au niveau européen qui soit exclusivement consacrée à l'éclairage naturel, parce que c'était quand même un domaine qu'on retrouvait un peu réparti dans plein d'autres référentiels ou d'autres normes. Alors, ça continuera d'y être, mais là, on a quelque chose qui ne parle vraiment que de l'éclairage naturel. Donc, c'est une opportunité pour finalement guider les usages et pouvoir montrer qu'effectivement, aujourd'hui, avec des technologies qu'on a, on peut mettre en place des solutions qui permettront de répondre à cette nouvelle norme, ce nouveau standard. Je remercie également tous les participants. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. On va laisser la salle ouverte quelques minutes pour que vous puissiez télécharger en toute sérénité les transparents. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est couper nos webcams et notre son. En tout cas, merci à vous et à une prochaine fois. Bonne fin de journée.